Le 24 juin, la Cour suprême américaine a ouvert un cycle conservateur aux États-Unis en ouvrant la voie au pro-vie, permettant aux États américains de décider chacun si l'avortement y était autorisé ou non et dans quelles conditions. C'est un coup de froid pour la liberté des femmes de disposer de leur corps. Cela touche les États-Unis, mais cela fait une onde de choc dans le monde entier et ça influence la Belgique. Et on va en parler avec Sylvie Losberg qui va me rejoindre. Elle préside la commission d'évaluation de la loi de 1990 sur l'avortement. Elle fut aussi, en tant que présidente du Conseil des femmes à l'époque, une des principales chevilles ouvrières des réformes de la loi de 2018. Alors, Sylvie Losberg, d'abord, bienvenue. Quelles conséquences pour la Belgique que cette décision de la Cour suprême? Est-ce que ça nous touche? Alors apparemment ça nous touche parce que la première réaction en Belgique, bien sûr, à part la réprobation de ce retour finalement à une situation très défavorable pour les jeunes femmes américaines par rapport aux générations précédentes, c'est quelle est la conséquence pour la Belgique? Est-ce qu'on va avoir ce même problème en Belgique avec des partis qui voudraient, par exemple au Parlement, revenir sur la légalisation de l'avortement? Donc il y a une onde de choc partout dans le monde, en Europe et en Belgique, avec deux éléments, je dirais. Le premier, c'est cette prise de conscience que c'est un droit, quand c'est un droit qui est très fragile, et l'autre qui, au contraire, donne, je dirais, aux anti-choix confiance dans les actions qu'ils mènent depuis des années pour revenir sur des législations qui permettent aux femmes d'interrompre leur grossesse. Alors, premier effet quand même, c'est pour des filles de demander à la Vivaldi d'aller plus loin dans ces négociations pour finalement aller plus loin que la loi de 2018. Et le PS, lui, de son côté, dit il faut inscrire l'avortement dans la Constitution. Ça aussi, c'est des éléments de conséquences directes. Tout à fait. Donc, ce sont deux voies différentes. D'une part, parce que des filles n'est pas au gouvernement, et donc, forcément, essaye de faire valoir le travail qui a été fait avant 2019, c'est-à-dire la co-signature par 8 partis politiques d'un même texte pour améliorer les conditions en Belgique. Et du côté du Parti socialiste, qui lui est au gouvernement, il y a un autre processus qui est en route, demandé par le gouvernement, et c'est d'ailleurs dans la déclaration de politique du gouvernement, c'est d'avoir des experts qui vont se prononcer sur 4 grandes thématiques afin qu'il n'y ait plus de questions, on va dire, idéologiques, que le Parlement puisse se prononcer sur des éléments objectifs, factuels, délivrés par les experts. C'est un peu le travail de cette commission d'évaluation que vous présidez, non? Alors la différence, c'est que la commission d'évaluation, elle traite des statistiques de l'avortement, que nous interprétons mais très légèrement. Par contre, nous faisons des recommandations. Ici, le travail des experts, ça va être de dire qu'est-ce qu'il est possible de faire pour améliorer. Il n'y a pas que le nombre de semaines, il y a aussi évidemment la prise en charge, l'accès à la contraception d'urgence, l'avortement médicamenteux, qui fait les IVG, qui fait les interruptions médicales de grossesse. Toutes ces questions sont discutées dans ces 4 groupes d'experts avec un rapport qui doit intervenir d'ici la fin de l'année dans les mains du Parlement et du gouvernement. Et au niveau de la Chambre, vous dites qu'il y a quand même des partis pro-vie. Ça se retrouve à l'extrême droite de l'Assemblée, certainement, au Vlaams-Belang. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, on l'a bien vu lors des discussions de la loi de 2019 qui n'a pas pu être votée. C'est que, bien sûr, le Vlaams-Belang, c'est un héritier du Vlaams-Blok qui voulait recriminaliser l'IVG depuis les années 1990. Vous avez la NVA qui s'y est opposée et vous avez le CDNV qui en a fait aussi une condition pour remonter dans le gouvernement. On ne touchera pas à l'IVG. Alors je voudrais vous reprendre sur la question des partis pro-vie parce qu'au fond, de quoi parle-t-on? Il y a les personnes qui veulent qu'on ait le choix, que les femmes aient le choix, donc ce qu'on appelle les pro-choix. Et puis il y a les anti-choix, ceux qui veulent que les femmes n'aient pas le choix. La question de la vie, c'est très important parce qu'au fond, on le voit, c'est la vie de qui? En tout cas, ce n'est pas la vie des femmes dans les pays où l'avortement est interdit. Alors justement, parlons des autres pays, en Europe, parce qu'en Belgique, on peut finalement dire, même si on a mis du temps, l'avortement existe, même s'il y a encore des choses à améliorer, puisque ça, c'est votre avis. Mais dans les autres pays, prenons l'exemple de l'Italie, par exemple. L'avortement, là, il y a encore, normalement, en texte de loi, plus de possibilités pour se faire avorter. Et pourtant, c'est difficile. Parce que vous avez 2 éléments qui permettent aux femmes de décider en toute autonomie. Le premier, c'est le cadre légal. Et le second, c'est l'accès.
Donc en Italie, il y a un bon cadre légal, mais comme les médecins refusent sous la pression de l'Église de pratiquer des IVG, vous avez quasiment 80% des médecins qui ne font pas d'IVG. Donc l'accès est très mauvais, bien sûr. Donc les femmes doivent aller ou à Rome, ou bien dans un autre pays. Et ça, c'est un élément sur lequel il faut revenir par rapport à l'Europe, où l'on voit que les femmes d'Italie, par exemple, n'ont pas les mêmes droits que les femmes d'Espagne, ou les femmes de Belgique n'ont pas les mêmes droits que les femmes françaises. Chez nous, c'est 12 semaines, en France, c'est maintenant 14 semaines. En France, on punit les gens qui empêchent les femmes d'accéder à des centres d'avortement, en Belgique, pas. Voilà. Donc, toutes ces questions-là nous montrent que, jusqu'à présent, les législations sont en fait des catalogues de restrictions, plus ou moins importantes, et qu'on devrait changer notre façon de voir, de créer un cadre où toutes les femmes peuvent se retrouver, qui est un cadre légal, qui n'est pas vous pouvez, si vous ne faites pas ci, si vous faites ça. Donc, à part la différence des États-Unis, où là, c'est par État que ça va se décider, vous, l'idée, ce serait qu'au niveau européen, ce soit au niveau européen qu'il y ait les plus grandes possibilités de liberté et de droit pour les femmes. En tant que secrétaire général du Centre européen du Conseil international des femmes, c'est un des objectifs ? Absolument. Et cet objectif a un nom qui a été élaboré par Gisèle Halimi, qui était donc la première avocate française à avoir dit qu'elle avait avorté et qui a fait ce fameux procès de Bobigny qui a permis la loi Veil. Il s'agit de la clause de l'européenne la plus favorisée. Ça veut dire qu'en Europe, en ce qui concerne les droits des femmes, il faudrait avoir une garantie européenne que les femmes aient accès aux plus hauts standards pour leur bien-être, leur santé, leurs droits de décision. Et donc là, on aurait finalement un cadre qui devrait permettre aux femmes, même si le pays les empêche d'avorter, de pouvoir aller dans un pays proche, qui est plus libéral, et c'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement, mais actuellement, évidemment, ce n'est pas garanti. Mais comment font les femmes maltaises, par exemple ? Parce qu'à Malte, il n'y a pas d'avortement. L'avortement est totalement interdit. Les femmes maltaises, quand elles en ont les moyens, elles vont en Sicile, qui est juste en face. Alors, vous allez me dire, bizarre l'Italie, les médecins... Ah ben oui. Donc on fait l'objection de conscience en Italie, mais en Sicile, où pourtant c'est très difficile d'avorter, vous avez des cliniques privées qui font payer, cher et vilain, évidemment, ces femmes maltaises. Et je voudrais dire que, on l'a vu dernièrement, une touriste américaine enceinte de 6 mois qui perdait sa grossesse n'a pas été soignée dans un hôpital maltais. Elle a dû être exfiltrée en Espagne. Et au fond, la mise en danger de la vie de cette femme a entamé une réflexion au niveau de Malte qui maintenant essaye de voir comment il pourrait un petit peu assouplir cette interdiction totale en cas de viol, en cas d'inceste. Donc à Malte, nous avons des gamines de 12 ans qui sont violées et qui sont obligées de porter les grossesses à terme, ce qui est en fait une torture à l'égard de ces jeunes femmes. Et en plus, la présidente du Parlement européen est maltaise et on sait qu'elle est anti-avortement. Est-ce que ça met des bâtons dans les roues de votre militance ? Eh bien, nous verrons. On va essayer de la rencontrer. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la commission des évêques de l'Europe a rencontré la présidente Metsola, donc qui est maltaise, et ils ont parlé de ces questions-là. Donc on a quand même un peu des craintes parce que les évêques européens ont aussi dénoncé le fait que le Parlement européen a voté une résolution pour tenter de garantir l'accès des femmes à l'IVG. Et donc on voit que les pressions, vous avez parlé des partis d'extrême droite, plus les pressions religieuses, et très fortement, par exemple, les pays orthodoxes, on le voit très fort en Grèce, etc., même en Roumanie, où quand il y a une loi, la Grèce est une très bonne loi, mais c'est très difficile parce que maintenant les orthodoxes font pression à la fois sur les familles, sur les médecins, sur les institutions. Alors, dernier point, peut-être, est-ce que la Belgique peut être un modèle pour d'autres pays européens ? Est-ce qu'il y a la campagne qui a été menée et qui a finalement permis de dépénaliser l'avortement en Belgique? Est-ce que ça peut être un modèle pour d'autres pays? Alors, la dépénalisation, c'était donc ce catalogue de conditions, la loi de 90. 2018, il y a toujours le catalogue des conditions, mais l'avortement n'est plus inscrit dans le code pénal. Donc, si vous voulez, on n'est pas encore à une dépénalisation, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus de peine de prison pour les femmes et pour les médecins. Donc la Belgique, je pense, est un laboratoire, comme souvent. Et sur cette question des peines de prison, il faut regarder ce qui se passe en Pologne, où il y a des peines de prison pour les médecins. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les médecins, ils ne soignent pas les femmes parce que c'est eux qui vont aller en prison. Et donc, il y a vraiment des effets pervers de ces législations. Et je crois que c'est le bon moment pour en parler ensemble au niveau européen, vu l'onde de choc qu'a provoqué cette décision américaine. Oui, surtout, et on a vu que dans le cas de l'Ukraine, par exemple, des femmes ukrainiennes qui pouvaient avorter en Ukraine ne pouvaient pas le faire en Pologne. Certaines ont même dû venir jusqu'en Belgique
pour se faire avorter. On a Bien parfois sûr, des puisqu'en conditions Pologne, bizarres. c'est seulement en cas de viol et d'inceste, mais vous devez prouver le viol. Enfin, je veux dire, on voit bien que la question là-dedans, c'est une question qui est instrumentalisée par le politique. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'il faut sortir. Il faut que l'interruption volontaire de grossesse soit à la fois un droit de la personne, de la femme concernée, donc autonomie de décision, et un droit à la santé. Et est-ce qu'on sent une différence entre, finalement, au Parlement européen, par exemple, entre femmes députées et hommes députés? Est-ce que c'est un sujet qui concerne davantage les femmes que les hommes? Bon, en tout cas, ce n'est pas ma lecture. Je dois dire que même au Parlement belge, d'ailleurs, j'avais face à moi des opposantes, de Vlaams Belang, Ben Belang, CDNV, NVA. Et la question, au fond, elle est celle de... Est-ce qu'on veut une société dans laquelle les femmes peuvent décider en toute connaissance de cause sans être sous la tutelle de quelqu'un, que ce soit le mari, l'Église, le politique. Et là-dedans, on a besoin des hommes parce qu'il n'y a pas d'égalité si on n'est pas ensemble dans cette égalité. Et donc pour moi, les hommes ont aussi leur mot à dire. Ils ne sont pas forcément moins féministes. Il y a des femmes qui ne sont pas du tout féministes. Il y a des hommes qui sont féministes. Mais évidemment, l'idéal, c'est que le féminisme soit reconnu comme étant un mouvement qui défend les droits des femmes à l'égalité. Et ça, on est encore loin parce qu'il y a encore des connotations très péjoratives. Alors, pour conclure cette interview, on va revenir sur la Belgique et juste vous demander un peu comment vous pensez que les choses vont évoluer maintenant avec ce qu'il y a sur la table en matière d'avortement. On peut s'attendre à quoi dans les mois à venir? Est-ce que la situation va avancer encore ou bien il faut attendre de nouvelles élections pour que ce dossier avance? On l'a vu, c'est souvent juste avant les élections que les partis qui sont un peu coincés par leur ADN politique arrivent finalement à faire alliance avec d'autres partis dans un moment où ils ne sont pas en train de monter au gouvernement. Donc je dirais que la fenêtre d'opportunité se situera, à mon avis, entre, je dirais, juillet 2023 et la fin 2023. C'est ce qu'on espère pour qu'en 2024, dans la préparation des élections, ce ne soit plus un sujet qui permette à un parti de dire « je ne monte pas dans le gouvernement si on améliore les conditions d'accès à l'IVG ».